La croissance, voilà un des termes les plus problématiques du jargon économique actuel. Dans l'ère de l'après-crise où la croissance fait défaut, on le redéfinit pratiquement sans arrêt. Certains se demandent même si on devrait le bannir du titre de toute publication consacrée aux prévisions. La volatilité, en revanche, trouve un écho. Elle est très présente dernièrement et semble même s'intensifier, ce qui avive les craintes de nouveaux épisodes de faiblesse. Et si notre lecture était erronée, la volatilité actuelle pourrait-elle être le signe d'un décollage de la croissance? La volatilité est la composante la plus facile à appréhender parce qu'elle semble omniprésente. À cet égard, l'indice de volatilité CBOE est révélateur de la situation aux États-Unis. Il a récemment atteint un sommet en 3 ans et son ascension n'est peut-être pas terminée. D'autres indicateurs présentent des fluctuations nettement plus marquées. Les cours pétroliers ont fondu de plus de moitié. Les cours des métaux de base ont aussi fléchi et les métaux précieux ne font guère mieux. Et puis, il y a le parcours mouvementé des devises. Par rapport à la monnaie des partenaires commerciaux des États-Unis, le billet vert s'est apprécié en moyenne de 17 % et en a peint plus d'un an. On observe les fluctuations encore plus fortes du côté des devises évoluant de pair avec les matières premières. À cette liste pourrait s'ajouter l'instabilité géopolitique et les aléas météo. Devant ce tableau, on tirerait une conclusion simple. La croissance est aussi lointaine aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Alors, qu'est-ce que la croissance peut bien avoir avec pareille conjoncture? Pour le savoir, examinons d'abord la croissance du PIB. Les chiffres du deuxième trimestre aux États-Unis ne cessent d'être revus à la hausse. Et la croissance du trimestre actuel, elle est remarquable à 3,9 % en rythme annualisé. Les estimations du troisième trimestre ne sont pas aussi impressionnantes, mais elles pourraient aussi être revues à la hausse. Et puis, il y a l'Europe occidentale. Fait peut-être étonnant, dans cette région, la croissance est supérieure à la tendance à long terme pendant 4 trimestres consécutifs et cette tendance se confirmerait pour un 5e trimestre. Les marchés émergents ne sont pas en reste. Il est vrai que des économies émergentes éprouvent des difficultés, mais même la Chine dépasse les attentes. Voilà pour les chiffres. À la lumière des bouleversements sur les marchés, la situation actuelle est-elle viable? Jetons un œil en direction du marché américain où la croissance potentielle reste solide dans 3 grands pans de l'économie. La consommation est robuste grâce à une croissance soutenue de l'emploi, la hausse des salaires réels, une confiance renouvelée, une gestion améliorée du budget des ménages et une prime de 100 milliards de dollars provenant de la baisse des prix de l'essence. Le marché du logement progresse de façon équilibrée, la demande devançant largement la construction de nouvelles habitations. Les entreprises riches en liquidités subissent de sévères contraintes de capacité au moment où les commandes se multiplient. Certes, les importations abaissent ces tensions, mais il ne fait aucun doute en définitive que les conditions sous-jacentes autorisent le maintien d'une croissance supérieure à l'évolution tendancielle pendant au moins les 2 prochaines années. En Europe occidentale, les progrès budgétaires ont, de manière générale, revivifié les économies et leur ont dévoilé la présence d'une demande comprimée sur leur territoire. De plus, les exportateurs européens profitent du repli de l'euro et de la fermeté de la demande américaine. La montée des tensions économiques. Voilà pourquoi la Fed s'apprête à resserrer la politique monétaire. On dénote des signes indiscutables d'un retour de la croissance et ce retour est aussi créateur de volatilité.
Après des années de faibles taux et d'injections interminables et massives de liquidités, la Fed retire son extraordinaire programme de relance, avec comme conséquence inopinée et persistante une inflation du prix des actifs. Vous saisissez? Je m'explique. Dans la plupart des cycles de croissance, les cours des produits de base et les devises touchées suivent une trajectoire ascendante et liquidité augmente. Or, cette fois, c'est le contraire qui se produit. Et pour le moment, croissance et volatilité sont indissociables. Comment cette dynamique se répercute-t-elle sur la livraison de l'automne 2015 des prévisions à l'exportation? Les marchés développés seront les premières à augmenter la cadence avec un bond de la croissance de 2 % cette année et de 2,4 % en 2016. Quant aux marchés émergents, ils suivront avec une croissance de 3,8 % cette année et de 4,4 % l'an prochain. Leur contribution continuera de représenter une part plus importante de la production globale, mais elle suivra assurément celle des économies avancées. Dans cette conjoncture, la croissance mondiale s'établira à 3 % cette année et à 3,6 % en 2016, soit une hausse notable. Les exportateurs canadiens emboîtent aussi le pas. Le plongeon des cours pénalisera les exportations d'énergie et de métaux, mais la faiblesse du $UR permettra de réaliser des gains dans les deux chiffres dans d'autres industries. Dans l'ensemble, la performance sera stationnaire cette année, mais dès 2016, la croissance des exportations devrait s'élever à 7 % et se manifester dans de nombreux secteurs. Au bout du compte, loin d'annoncer un danger, la récente volatilité est le signe incontestable d'un retour plus généralisé de la croissance. Le Canada tire déjà parti de ce dynamisme et il devrait mettre à profit des réussites de cette année, en 2016 et dans un horizon à moyen terme. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.